Salut tout le monde, je suis très heureux de vous emmener chez ma famille à Nantes. On va rencontrer Jean-Marc, on va rencontrer mes petits cousins, mes petites cousines, on va rencontrer beaucoup de gens qui comptent pour moi, les miens. Et on va essayer de vous montrer qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être un voyageur ici en France en 2026, les réalités auxquelles on est confronté, les manières qu'on a d'être au monde, de vivre tous ensemble. J'ai fait tout, un peu le TP, cantonnier, j'ai tout fait, tous les métiers qu'il y avait. J'ai fait la ferraille pendant 30 ans. Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai plus de rein, que je suis à la Cotorep. Je suis usé complètement, mais bon, ça c'est d'autres choses. J'arrive à 39 ans. Mais j'en ai fait quand même. Mais comme je savais pas lire et je savais pas écrire, ben, je faisais que des boulots que les gens voulaient pas faire. La merde. Et puis au bout d'un moment, la ferraille ça m'a pas arrangé non plus. Hein. À l'époque, tu n'avais pas de lapidaire, tu n'avais rien, c'était qu'à la masse. Les morceaux de ferraille, tu n'avais pas de balance, il fallait les aider, il fallait 200 kilos, t'en chier, mais il fallait les mettre dans le camion quand même. J'ai beaucoup navigué pour avoir ce que j'ai là. Ouais, c'est incroyable là. Ah bah oui. J'ai fait beaucoup pour avoir ce que j'ai. Et je suis très heureux de commencer cette discussion avec vous et cet échange, cette rencontre en étant ici à Saint-Denis parce qu'en 1427, donc il y a déjà un petit moment, aux portes de Paris, donc ici même où on se trouve, près de cette basilique, la nécropole des monarques, qu'on n'aime pas trop quand vous savez un peu qui je suis, parce qu'on préfère les peuples vivants comme dirait l'autre, eh bien c'est ici même qu'a été fait une des premières attestations, de la présence des personnes romanies en France en 1427. Donc pour moi c'est très symbolique d'être ici, même si en réalité les dits gens du voyage, c'est ainsi que l'État français nous appelle et nous désigne, ou ce que dans la littérature des scientifiques en tout genre, des tziganologues en tout genre, on appelle les tziganes. Ce sont nous sommes une myriade de groupes divers et variés qui parfois n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, si ce n'est le racisme qu'on subit et qui s'appelle l'anti-tziganisme et qui est extrêmement violent. Et je vais vous le définir, mais avant ça, vous dire quelques mots sur qui on est. On est une multiplicité en réalité, ou même des multiplicités, je dirais, ayant une grande fluidité. Il y a parmi nous en France 6 collectifs, 6 groupes principaux que sont les Roms, les Manouches, les Gitans, les Sinti, les Sintés et les Yéniches et les Voyageurs. Les 4 premiers, ce sont des groupes romani. Donc, dont la première attestation a été faite ici en 1427 devant cette basilique. Et les voyageurs et les Yéniches, enfin les Yéniches du moins ce sont un groupe intra-européen. Et les voyageurs c'est des gens qui viennent là aussi des 4 coins de l'Europe. En France, ce sont des gens issus de la paysannerie qui sont là avant même que l'on appelle ce pays et l'Hexagone la France. Et donc moi en l'occurrence je suis vraiment le fruit de cette histoire rhizomatique, si je peux le dire ainsi. Et j'ai des gens dans ma famille, tant Sinti, Manouche, Yéniche, voyageuses, gitanes. Et ça, j'en suis très fier. Et ça fait un rapport au monde extrêmement riche et en réinvention permanente parce qu'il y a quelque chose de très stylé chez nous. C'est qu'on n'est pas en train de faire une sorte de grand remplacement, mais on fait quelque chose qui est hyper efficace, hyper puissant et qui est en cours. C'est une grande absorption. Et la société des gadgets qui nous entoure, qui est une société hostile, on va peut-être pouvoir en parler, on l'absorbe. On est en train un peu de la convertir, si je peux le dire ainsi, et où on laisse nos traces dans cette société, notamment sur le plan linguistique. Il y a plein de gens dans ma génération, et ça me fait marrer à chaque fois qu'ils utilisent des mots d'une sorte d'argot voyageur. Dicave, Crayave, Chounav, Binkrav, etc., qui sont des mots en fait romani ou argotisés, si je peux le dire ainsi. Et donc on infuse dans cette société quelque chose. Et je pense que nos manières de vivre, nos manières d'être au monde, elles peuvent peut-être participer à sauver cette société et ce monde qui est véritablement en danger aujourd'hui pour des problèmes qui sont éminemment politiques. Pas raciste contre les gens, raciste contre l'État. Parce que chaque personne est comme il est. Noir, blanc, chinois, t'es comme t'es. Tu viens là, on te demande rien, t'as une guerre, tu viens là pour qu'on t'aide, t'as le droit à rien. Moi, c'est pas contre eux, ça serait plus contre l'État. L'État, ils prennent tout le monde, mais après, il faut les héberger, il faut leur donner à manger. Comment faire? Comme là, on parle, là, ils laissent mourir des millions et des millions et des millions d'enfants partout dans tous les pays avec la guerre. Qu'est-ce qui va nous arriver, nous, bientôt sur la gueule, avec tout ce qui vient? Ça va nous tomber dessus aussi. Mais on n'aura pas le choix, mais ça, ils vont pas nous le dire. Hein. Là, ils veulent prendre tous les soldats. Là, on est passé de 74 millions de soldats, ils en veulent le double. J'ai vu la télé, là. Mais ça, c'est pour t'envoyer à l'abattoir. Avec les drones, là. Pour le malheureux qui devait faire un fusil. Ça va être une guerre de drones. Et le jour qu'on a une guerre, on ne connaîtra pas ça. J'espère pas connaître ça pour mes enfants. Le jour qu'il y aura la merde, vous ferez quoi, vous? Même moi qui est vaillant, je leur tape dans la tête s'il faut, moi. Mais tu vas faire quoi? Et un autre, il t'a une machine sur la gueule, t'es mort en 2 minutes. Pourquoi faire la guerre? Faut pas faire la guerre. Hein. Tiens, tu te coupes la main. Ouais. Bon, et tout ce qu'on incarne,
nos manières d'être, nos rapports, nos formes de vie, elles font peur à l'État. Elles terrorisent l'État français. Et l'État français nous le rend bien parce qu'il nous mène une guerre extrêmement acerbe, extrêmement violente. En réalité, il nous fait subir depuis des siècles et des siècles un racisme que je nomme l'antiziganisme. Et l'antiziganisme, c'est le fait de ranger toute cette myriade de populations dont je vous ai parlé sous une étiquette unique, de faire disparaître les caractéristiques singulières de chacun de ces collectifs et de chacune de ces personnes, de dire voilà, de désigner les tziganes sous une étiquette générique et de nous faire la misère, de nous faire la guerre, de s'attaquer à nos vies. Vous savez, souvent de fois, on désigne les miens comme des voleurs de poules. Et en réalité, peut-être qu'on vole des poules, pas que d'ailleurs, on vole des choses qui sont bien plus jolies, bien plus choucardes, notamment le sonacaille, l'or et plein d'autres choses qui sont très importantes pour notre subsistance quotidienne parce que nous, on n'est pas dans le délire de l'accumulation, mais quand on va de chourave à droite à gauche, c'est ensuite pour nous faire plaisir. On vit beaucoup aussi dans une sorte de spontanéité. Et par contre, tu vois, nous, voilà, on vole ces trucs-là qui sont du matériel en réalité, qui font pas grand mal à personne. Par contre, ce que j'ai vu dans la société des gadgets, face à l'État gadjo, c'est que lui, il nous vole quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est la vie des nôtres, la vie des miens. C'est-à-dire que nous, on leur vole leurs poules, et je leur dis qu'ils peuvent s'inquiéter parce qu'on va leur voler beaucoup plus, mais eux volent nos vies. Et ça, c'est très sérieux. Et quand on est un voyageur, et moi je vous le dis en connaissance de cause, c'est quelque chose qu'on vit dès notre plus jeune âge, dès notre enfance. On est confronté à cet état des paysans, des gadgets, qui nous arrachent les nôtres, qui ôtent la vie des nôtres. Moi, quand j'avais 9 ans, en 2013, et ça a été un des premiers traumatismes que j'ai eu dans ma vie, il y a un des meilleurs copains à mon père, qui était comme un de ses frères, que moi je considérais en tout cas comme un oncle, qui s'appelle Daniel. Et le Daniel, il était en train de chiner dans une maison, tout ça, dans un quartier. Et il avait été condamné à une peine de prison. Et la prison, c'est l'enfer, ça te tue à petit feu. Il ne voulait pas y retourner. Et là, il y a 2 gendarmes qui l'ont poursuivi et ils lui ont tiré dessus, notamment d'une balle dans l'artère. Et il est mort. Et moi, quand j'ai appris ça, je me souviens, on était sous le choc. On s'est précipité à Biscarrosse, c'était à quelques centaines de kilomètres de chez nous. On y a été pour voir là-bas les lieux. Et ça m'a marqué. Et ça a vraiment forgé mon rapport à l'État. Parce que quand cet État, il enlève la vie des nôtres, quand il nous harcèle depuis le plus jeune âge, qu'il y a des unités antiterroristes qui viennent faire des perquisitions chez nous, et je dis bien des unités antiterroristes comme le GIGN, et c'est un phénomène systématique et structurant chez les voyageurs, que ces unités-là interviennent chez nous, alors qu'elles ne sont pas faites pour ça, et qu'elles font des entraînements grandeur nature chez nous, et que bien souvent de fois, elles tuent les nôtres en faisant ce genre d'intervention. Et la liste, il y a des dizaines de personnes, j'y travaille en ce moment à faire cette recension très complexe des voyageurs qui sont exécutés et tués froidement par la police, mais bien souvent par la gendarmerie française. Et donc, ils nous font subir cette misère-là. Quand on a ces unités-là qui viennent chez nous, quand on a nos parents, nos pères qui sont envoyés dès le plus jeune âge en prison et quand on grandit sans un père, sans notre père, quand on a les gens de notre famille qui sont tués, exécutés, on a envie de leur faire la misère, on a envie de se battre. Quand on prend conscience qu'ils ont enfermé les autres dans des camps de concentration et d'internement partout dans le pays, une 60aine au bas mot, sûrement certains à côté de chez vous, qu'on a effacé aujourd'hui du paysage, que l'État a fait effacer, disparaître pour éviter de laisser des traces, eh bien ça nous met la rage. Moi j'ai la rage contre cet État et souvent de fois, il y a des paysans, des gadgets avec qui je milite, je lutte, vous connaissez mon engagement, qui viennent me voir et qui me disent « Mais Richie, t'abuses pas un peu, t'exagères pas un peu, pourquoi tu provoques comme ça sert à rien, c'est pas stratégique politiquement ?» Moi les copains, je m'en fous de votre stratégie politique. Ce que je sais, c'est que j'ai la rage contre ces gens-là, qu'on fait autant de misère aux miens. Et quand vous avez vécu ça dans votre chair, quand vous avez vécu les coups qu'ils vous ont donnés, ben, tu as envie de les rendre coup pour coup, tu vois. Comme notre copain Christophe qui leur a foutu des coups à la figure. Chez nous, on ne se laisse pas faire. Moi, ma grand-mère, la biche, ma vieille que j'aimais tant, elle me disait « on n'a pas le sang pourri ». C'est pas une considération biologique ou je ne sais quoi d'une quelconque supériorité. C'est juste histoire de dire ouais, qu'on n'a pas le sang pourri, quoi. Qu'en gros, on se laisse pas faire. Et que quand ils viennent nous foutre des coups à la figure, on riposte, on réplique. Et ça, j'y tiens extrêmement parce que si on a survécu après des siècles de persécution, de misère qu'ils nous ont fait, c'est parce qu'au fond, on a aussi de la force. On a énormément de force. Parce qu'on ne peut pas survivre à tant de persécution, à autant de discrimination et de racisme, si on est amorphe, si on n'a pas la niaque. Et nous, on l'a et ça, j'en suis très fier. Je ne cherche pas la misère à personne ne me cherche la misère, parce que moi, en 2 minutes, je m'emballe. Je casse les doigts à tout le monde en 2 minutes, moi. Ah bah oui, moi, il ne faut pas m'emballer, moi, gendarme ou pas gendarme, je cherche un gars aussitôt, moi. Mais ils me laissent tranquille, quand il y a les gendarmes là, ils sont venus il y a 10 ans en arrière. Ils sont rentrés là,
Famille Schmitt, ben, j'allais devant moi. Nous, on dit que c'est des Schmitt, les gendarmes. Ben, il dit les Schmitt, ben, ils sont devant moi. Je savais qu'il n'y en avait pas combien de là. Chez moi, je vous dois rien, vous ne devez rien, vous dégagez de chez moi, c'est tout. Alors, quand ils viennent, je les accueille parce que c'est des gendarmes. Et ils me demandent sur quelqu'un, je connais personne. Vous êtes gendarme, faites votre métier. Il n'y a rien à dire, rien à faire, je suis chez moi tranquille. Même ce qu'il est au bout, cherchez-le si vous voulez, je sais pas où il est, moi. C'est comme ça la vie. Hein. La vie, moins t'en dis, mieux t'es. Si t'es dans la politique, tu t'en du tronc, tu te fais emmerder. Tu n'entendras jamais gain de cause. L'État, c'est l'État. Il sait bien, Richie, il veut faire la politique, mais tu auras toujours tort. Droite ou gauche, je sais pas ce que ça veut dire. Alors je sais que le racisme, c'est la droite. Et la gauche, c'est les gens qui, tu prends les Roumains, tu prends les Noirs, tu prends les... tout le monde en France, tout le monde est bien. C'est ça un peu. Non mais moi je pense comme ça, je parle comme ça. Parce que pour moi c'est ça. on m'appelle voleur de poule, moi. Non, je les appelle avec le blé. Petit, ils viennent. Mais bon, toi bien, c'est là. Moi j'ai toujours trimé, hein. Toujours de la manutention dans les usines. J'ai jamais été dans la politique, c'est ma politique, c'est moi qui m'a fait. J'ai toujours été comme ça, bon gars, même trop bon gars. Mais j'ai été élevé comme ça. Mon père était con, parce qu'il était droit, que nous, on n'est pas droit. On est un peu de travers. Par exemple, quand il y a des gens qui vont au Star chez nous, toute la famille est là en solidarité. Moi, j'ai beaucoup d'histoires de voyageurs qui vont manifester devant les Stars, qui vont bloquer devant les prisons pour les conditions de détention des gens de leur famille. Tu as des blocages d'autoroutes, d'actions directes extrêmement de l'ordre de la confrontation très violente et percutante avec l'État et ses autorités et ses sous-fifres pour dire vous libérez un tel ou un tel, parce que les juges d'application des peines refusent souvent de libérer les nôtres quand il y a des situations dramatiques, alors que c'est un droit fondamental comme des décès. Je l'ai vécu dans ma famille pour mon pauvre grand-père qui est mort au mois de janvier, et ils ont refusé de faire sortir mon père de prison alors qu'il est en fin de peine. Et bien, sitôt qu'ils nous font ça, qu'ils nous font vivre ces injustices, on réplique, on ne sait pas faire. Il y a des trucs d'action directe, de blocage très forts, et on n'a pas de rage parce que c'est notre honneur qui est en jeu et notre dignité. Et donc, en quelque sorte, on ne laisse pas les nôtres être isolés, tu vois. On vit les réalités en commun. Quand tu veux faire un CRS, il est là les bâtons, les casques et tout, et qui te défonce pour rien. Ben moi je prends un fusil, puis je le retire dedans carrément, puis je vais en prison. Ah, vous voulez faire les dents, vous? Ah, tu prends le fusil, là il dégage. Là tu vas en prison pour quelque chose. T'as bien vu le voyageur, le boxeur, il s'est défendu. Oui, mais je serais pareil un peu moi. Tu vois, moi, quand les gendarmes m'arrêtent, moi, j'ai dit, t'es qui, toi, pour m'arrêter? T'es un homme, vous venez à 15 sur moi, parce que moi, je suis père nerveux, toi. Le peu que je me fais contrôler, il sort, moi. Hein. Je leur tape dans la gueule aux gendarmes, s'ils sont pas contents. Hein. J'étais qui, toi, avec ton képi de merde, là? Hein, allez, ferme ta gueule, fais ton métier, mets ton PV, puis laisse-moi partir. Hein. Mais moi, on m'appelle toujours le manouche gitan. Moi, je dis, merde, vous, les Français. Je vous chie dans la gueule, vous n'êtes pas contents, vous venez en face de moi. Parce que moi, je fais tous les PMU, tu vois, c'est tous les... Alors, les PMU, toi, c'est tous les petits... petits cas sociaux, qu'on dit les cas sociaux, ceux qui n'ont pas trop de travail, ça se vend, ça touche leur pension, et tac, après ça va dans le PMU, ta boîte, et après, ouais, le manouche. Mais j'ai où t'as vu un manouche, toi? Les gens, ils sont comme ça, il n'y a pas de manouche. Je travaille dans une association. C'est des sédentaires comme toi. Et là, je sors un nouveau livre. Le gitan, le forain, ou un livre sur les voyageurs, il va s'appeler Voleur de poule. Non, t'es sédentaire. T'es ce que tu es, c'est comme tu es. Ah ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Ah, t'entends. Ils te voient toujours comme ça, les gens du village, en tout cas. Moi, les gens du village, il n'y a que un que je parle, je leur parle pas. Ils me font pas chier, je les fais pas chier, mais je leur parle pas. Bonjour, bonsoir, ça fait 40 ans que ça dure. Une fois, j'ai mis un peu la musique, au bout de 40 ans, il y a eu une plainte. Je dis, de quoi, Nicolas? Tu me dis qu'il y a eu une plainte? Je dis, quand ils mettent le micro pendant 3 jours, j'ai hâte que moi je vais me plaindre à la mairie. Je n'ai jamais été jusque-là. Alors j'ai 9. Ouais, mais la prochaine fois que tu prends une petite lettre et que tu mets. Si tu leur diras qu'ils me lichent les couilles. Les voisins. Ben quand même. T'as entendu le nouveau titre du livre de Richie? Non, il sort au mois de mars, mon nouveau livre, et il va s'appeler Voleur de poule. Ah, Voleur de poule. Ça c'est bien, ça fait bien la politique pour nous. Faut pas mettre des trucs comme ça. C'est vraiment pour nous. Mais si, justement, il faut rentrer dans les clichés. Il faut les mettre les gitans qui veulent être sédentaires, mais comment dire, je ne sais pas parler moi. Non mais il faut pas être diplomate, il faut leur rentrer dedans. Mais non, faut pas leur rentrer dedans. Mais non. Si t'es trop gentil, t'auras toujours tort. Et alors tous les voyageurs, ils essaient de s'intégrer, de dire on est français, mais les gadgets ils continuent à les insulter, à les piétiner. Tant que tu te renies, eh ben, ils te marcheront dessus, ils te cracheront dessus, ils te respecteront pas. Et c'est vrai, tous les peuples qui s'assument et qui sont fiers d'eux, bah, ils se font respecter. Le problème des voyageurs, c'est qu'ils veulent toujours s'effacer, pas parler. La réalité vraie, si je peux dire ainsi, c'est que c'est pas le passé cette histoire, c'est le présent, cette histoire du génocide. Moi je le disais, donc il y a 80 ans,
l'État français, la République française, la République française, c'est pas Vichy, tu vois, souvent ils disent c'est Vichy, c'est Pétain, etc. Non, la République française, dès 1939, via ses préfets, a commencé à assigner à résidence, à regrouper et à mettre sur pied l'internement des dits nomades, des personnes remaniées voyageuses qui étaient catégorisées administrativement comme nomades, catégorie elle-même créée par les républiques en 1912 et qui a permis de mettre en place et de rendre effectif ce processus d'extermination et d'anéantissement, de génocide, nommons les choses telles qu'il faut les nommer. Et ça, donc en 1940, toujours la République, Albert Lebrun, le dernier président de la Troisième République française, a pris un décret-loi d'interdiction de circulation des dits nomades sur l'ensemble du territoire. Et donc là, il y a la systématisation partout sur le territoire de cette assignation et internement dans des camps où les gens crevaient à petit feu, où on a organisé leur mort lente, ou pour certains, leur déportation vers les centres de mise à mort nazis, en étroite collaboration avec les autorités nazies. À la fin de la guerre, on a mis sur pied à Montreuil-Bellay, à Jargeau, dans le nord de la France, de grandes structures concentrationnaires dans lesquelles on a regroupé au fur et à mesure les gens pour ensuite organiser leur déportation. Si les choses n'avaient pas changé et avaient continué dramatiquement avec les pétainistes, les collaborationnistes, les nazis, etc. Et tout ça, cette histoire d'enfermement, elle a duré jusqu'en 1946. C'est-à-dire que 2 ans après la libération, on a laissé enfermer des voyageurs dans des structures concentrationnaires, dans des camps d'internement et de concentration français. Au camp des Alliés, près d'Angoulême, les derniers manouches à sortir des camps, c'était le 1er juin 1946, largement après la fin des hostilités. Et ça, c'est le gouvernement provisoire de la République française dont étaient membres des communistes. Et nous, cette histoire-là, on ne l'a pas oubliée. Pourquoi ? Parce qu'elle nous marque encore. On en a les traces dans nos consciences, sur nos corps, dans nos vies, dans nos manières d'être, dans nos manières d'habiter l'espace. Vous prenez Raymond Gurem, grand résistant voyageur, la cabane qu'il a construite à Saint-Germain-les-Arpajans, en face du camp de Linas Montlhéry dans lequel il a été interné avec sa famille, il l'a construit sur le modèle des baraquements dans lequel il était enfermé avec sa famille. Vous prenez Maria-Louise Bonny, une des survivantes qui est encore en vie, qui a 88 ans, que j'ai rencontrée plusieurs fois ces derniers temps, qui est une femme extrêmement forte, joyeuse et très inspirante. Elle me dit, oui, au camp de Rivesaltes, vers Perpignan, quand j'ai voulu m'évader avec mon petit frère, ils ont chopé mon petit frère, ils l'ont attaché sur un poteau toute la journée, ils nous ont obligés à regarder, ils n'ont pas laissé le choix avec mes frères, mes sœurs, mes parents, et avec une cravache, ils l'ont fouetté toute la journée en plein soleil. Et on a été obligés de regarder ça. Ce processus de domestication, de docilisation, les gens sont fait aussi violer énormément dans les camps, les femmes. Michael Gigelman, qui est un voyageur prisonnier qui est enfermé depuis ses 22 ans dans les prisons de l'État français et qui résiste vaillamment dans ces prisons, qui tue à petit feu les gens. J'écris beaucoup, j'échange avec lui des lettres, on s'écrit, et il m'a raconté que ses arrière-grands-parents ont été internés à Jargeau, là où mon arrière-grand-mère a été internée, et que la mémoire familiale a raconté les histoires de viol. Mais aussi un de ses arrière-grands-pères qui s'est fait littéralement tuer de coups parce qu'il a osé voler un morceau de pain pour se nourrir, parce que c'était la disette. Et les gens dans ces 60 structures concentrationnaires au bas mot en France mouraient de faim, de froid et de maladie. Les enfants étaient retirés à leur famille. Certaines personnes du camp de Poitiers notamment étaient déportées vers les camps, les centres d'exécution et de mise à mort nazis. Donc oui, c'est un génocide qui est indiscutable, indubitable. Et le révisionnisme historique, on doit imposer qu'il s'arrête. Parce que toutes ces pourritures qui disent dans le champ historique qu'il y avait une situation à part en France et qu'ils ont fait ça pour protéger des nazis, les voyageurs et les voyageuses, mais qu'ils aillent se faire foutre, tu vois, parce que nous, on sait la vérité. On sait que ce sont des policiers, des gendarmes français et des civils qui gardaient les notes dans les camps, qui prenaient un plaisir fou à les tabasser, à leur faire du mal, à les exterminer à petit feu. Et on sait que ces gens-là en sont toujours restés impunis de leurs vils agissements. Vous voyez, je dis ça parce qu'il n'y a pas eu de rupture. Cette histoire-là, elle ne s'est jamais arrêtée. Ce sont les policiers, les gendarmes français, souvent les voyageurs, les derniers escapés, vous dites c'est pas les nazis ils étaient là bien sûr, mais ce sont les Français qui nous ont mis derrière les barbelés. C'est cette société des paysans, des gadgets qui nous a fait ça. Il n'y a pas de rupture historique. C'est la même chose aujourd'hui. Dès qu'il y a des Clistés et des Schmitt qui viennent sur des terrains de voyageurs, une des premières occurrences des vieux, c'est Hitler. Et ça, c'est extrêmement éloquent et signifiant.
Et donc ce qui a fait que oui, on a de la gueule et on ne se laisse pas faire. Quand on a cette mémoire-là, elle est extrêmement vive. En réalité, les gens, ils en parlent. Il y a un gros tabou raciste anti-tzigane qui vise à dire les gens n'en parlent pas, la mort c'est tabou, machin bidule. Mais arrêtez donc. Les gens n'arrêtent pas d'en parler. Les gens n'ont pas arrêté de prendre la parole pour en parler et pour dénoncer ce qu'ils ont vécu. C'est juste qu'on a silencié leurs paroles. On l'a fait taire, on l'a effacé des livres d'histoire, des témoignages. On n'a pas mis de moyens pour collecter et rendre public ces témoignages. Mais les gens, ils n'arrêtent pas d'en parler, de faire référence à ce qu'on a vécu. Et donc en réalité, pourquoi l'État français ne reconnaît pas cette histoire? Pourquoi les gadgets ne veulent pas l'entendre, cette histoire? Parce qu'elle n'est pas terminée, parce qu'elle continue, parce qu'à défaut d'avoir anéanti nos corps physiques, ils veulent faire disparaître nos singulières inscriptions dans l'espace-temps. Ils veulent faire disparaître nos manières d'être. Ils veulent anéantir et voir disparaître le voyage, notamment. Vous savez, en 1946-47, dans les années 50, il y a différentes circulaires du ministère de l'Intérieur qui se réjouit et qui se félicite des acquis de la politique menée pendant la Seconde Guerre mondiale en termes de sédentarisation. Ça veut tout dire. Les lois qu'on a vendues comme progressistes, les lois Besson de 90 et 2000, où on a assigné à résidence encampée les Français sur des aires inaccueillantes, ce sont des lois qui s'inscrivent dans le continuum des persécutions depuis le génocide. Parce qu'il y a des femmes comme Moumounette, sous Hélène de Maistre, qui a créé un collectif qui s'appelle Dazovas, qui veut dire tendre la main en romanesque, qui souvent de fois me dit que ce qu'elle vit à Hélène Ranchin avec sa famille, en étant au milieu d'une concasserie, d'une cémenterie, d'un site de production industrielle de la SNCF et de champs assaisonnés aux intrants chimiques, et qu'elle a perdu sa mère d'une cinquantaine d'années, sa tante, et qu'il y a des décès quasiment tout le temps en permanence, en continu, que les gens meurent 10 à 20 ans de manière inférieure à l'espérance de vie dans le pays. Elle dit ce qu'on vit là, c'est la suite des camps de concentration. Et elle a raison. Elle a raison parce que quand l'État délibérément t'expose à des lieux de vie qui vont te faire mourir précocement, 10, 20 ans avant le reste de la population, c'est que l'État veut te voir mourir. L'État des paysans et des gadgets veut nous voir disparaître, que ce soit symboliquement ou physiquement. Mais moi je leur dis, avec beaucoup de force, vous ne nous ferez pas disparaître. Vraiment pas. Mais un groupe, même qu'ils sont 15, vous êtes 200, il faut imaginer, 2-3 qui poussent et les autres, les jambes. Mais c'est vrai, mais il faut calculer ça. La bagarre, c'est un art. Eux, ils sont là pour, c'est les soldats, ils sont là pour te faire du mal. Les manifestations. Donc ils pensent avec leur casque et tout, ils sont quoi là? Ils sont rien du tout. Elles prennent le casque, ils travaillent, mais ils vont me décaloter pour ma traque. Ouais, mais tu penses qu'ils vont faire comment pour les avoir? Parce qu'ils ont les gaz lacrymogènes et tout. Le peu de manifestations que je vois des fois que les gars ils sont à côté là, il faut s'organiser les gars. Faut leur bourrer la gueule, mais bien comme il faut. Tu dis, toi tu vas du bourre comme ça, et puis après il faut leur prendre les jambes. Et là quand ils seront par terre, ils sont morts. Ouais, mais il faut être nombreux. Parce qu'ils font déjà 50 kilos par terre habillés. Ouais, mais ils sont bien. Faut taper au faible. Et t'as d'autres conseils à donner comme ça pour les avoir? Non, j'ai pas de conseils, Par les pieds. Moi je me ferai tomber en 2 minutes parce que je fausserai mon paquet. Tu vois? Mais j'essaierai quand même de prendre une bonne barre de fer et puis de leur casser les jambes. Pas taper dans le casque, pas taper là où il n'y a rien. Faut les déséquilibrer, il est mort. Mais c'est pas facile ça parce que nous on y va, je peux te dire que c'est dur. Il croit que c'est comme ça, ils mettent des coups de barre de fer. Attends, avec les matraques qu'ils ont, les gaz lacrymogènes. Quand ils poussent, directement en prison. Et avec les gars, il faut leur faire choper les jambes. Dès qu'ils prennent les 2 jambes, tu fais pas. Et les LBD qu'ils ont et tout pour crever les yeux des gens. Faut faire pour qu'ils tombent aussi. Ouais, mais mon oncle, t'as vu les LBD qu'ils ont et tout pour tirer sur les gens? Ah oui, mais je sais bien, mais c'est pas facile. Ils sont rembourrés comme ça, c'est fait pour pas qu'ils prennent de coups. Mais vous, alors, autant faire pareil. Mais ce que moi, j'aime pas les gendarmes, c'est vrai. Je les aime pas, je vais dire franchement, je les aime pas. Et pourquoi tu les aimes pas? Eh ben parce que c'est les gendarmes. Voilà, c'est de la merde. Ils enculeraient leur mère, un gendarme il encule son père, sa mère, son frère. C'est le métier qui veut ça. T'es un gars d'usine, tu travailles chez une machine, t'es un couvreur, tu travailles chez toi, ben là, lui a des ordres de t'enculer, ben il t'encule. Il a la loi avec lui. Ben, je pense qu'une des caractéristiques assez fortes dont je suis extrêmement fier chez nous, c'est quand même qu'on a une grande autonomie. Et notamment sur le plan vivrier, si je puis le dire ainsi. C'est-à-dire qu'on a toujours su, à travers l'histoire, se débrouiller avec nos mains, avec nos savoir-faire, nos savoir-être, nos compétences, trouver des manières de subvenir à nos besoins. Tu vois, un des trucs qui m'a beaucoup marqué chez moi, par exemple, c'est qu'on ne se pose jamais la question du calcul concernant les lovés, les crayères, les sous. Tu vois, on n'est jamais là en mode « tiens, j'ai telle somme dans la poche, il faut que je fasse attention, que je fasse un budget ». Ça n'existe pas, tu vois. C'est-à-dire tu dépenses, tu vis, tu vois, tu achètes à manger, tu fais plaisir aux tiens. Pas dans une logique dépensière, mais tu vis en étant à l'aise, tu vois, tu prends ce dont tu as besoin
ni plus ni moins. Et si tu n'as plus de levée, t'en trouves ailleurs. Tu vois, tu vas les chiner, tu vas te débrouiller. Moi, ce qui est très beau, c'est que ma mère, elle m'a raconté, tu vois, le mot chiner, c'est un mot romanesque au début, que maintenant est utilisé dans la société en général. Mais ma mère, elle me raconte que par exemple, une de ses arrière-grand-mères, de mes arrière-grand-mères, elle a réussi à vendre une poignée de sable. Tu vois, on a cette capacité de tout vendre chez nous pour se débrouiller. Et ça, moi, j'en suis extrêmement fier. Moi, ma grand-mère, la biche, elle m'a transmis énormément de bagou. Quand j'allais dans sa voiture chiner dans les campagnes, arpenter les campagnes de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne, et qu'on allait voir les paysans, les gens du pays, tu vois, mais les paysans aussi au sens agriculteur, et qu'on allait les fournir en tissu, en barbiole, etc., et qui nous donnaient des sous, mais qu'aussi en même temps, on allait récupérer des poules qui nous donnaient, on les volait pas, des bons légumes, tout ça, et qu'on pouvait manger avec ça, qu'on faisait des bons repas et tout. Tu vois, il y a une vraie capacité de débrouillardise, moi, que j'appelle comme ça, et dont je suis extrêmement fier. Et mais il y a aussi tous les métiers de l'écologie. Tu vois, et les travailleurs de l'écologie, c'est-à-dire ceux qui vont chercher la ferraille. Moi, j'y étais combien de fois avec mon père, avec mon oncle, en allant dans les campagnes, tu vois, tous ceux qui font les saisons. Moi, il y a tous les souvenirs qu'on m'a racontés quand à l'époque, avec les verdines, avec les roulottes, de pays en pays, parce que nous, pour dire une ville, on dit un pays, tu vois, et donc qui passaient à aller faire les prunes, les vendanges à tel ou tel endroit, les vignes, donc, mais aussi tous les gens qui pas dans une logique rémunérative, mais vont pêcher, chasser. Gardons, calicomba, bouillir. Carpo, que du carpo. J'avais du rouge. Et c'est très résistant par contre pour la pêche. Tu mets un gardon, au bout d'une demi-heure il va crever, ça tu le mets toute la demi-journée, il tient. Cette capacité vraiment à vivre en autonomie, j'en suis extrêmement fier, elle est extrêmement caractéristique aussi de qui on est nous. Et puis il y a aussi vraiment une réinvention dans le travail, c'est-à-dire qu'il y a cette capacité-là à toujours s'emparer de nouveaux champs et secteurs. Il y a tous mes petits cousins qui, arrivés à 15-16 ans, vont faire de l'élagage, du décapage, vont travailler sur les toitures, vont faire dans les métiers du bâtiment, à leur compte, entre guillemets. Alors bien sûr, c'est de l'exploitation aussi, mais ils n'ont pas de patron. Et ça, ils se débrouillent eux-mêmes, ils vont travailler, tu vois, à un moment donné, puis après, ils peuvent rester 15 jours, un mois, en bougeant, en camping. Et même quand ils bougent l'été, ils vont chiner en même temps. Et donc tu vois, il y a une vraie capacité de subsistance, mais il y a aussi tous les métiers du spectacle et de l'art. Moi, dont je suis extrêmement fier. Chez moi, les gens étaient nombreux à être acrobates, artistes lyriques, musiciens. Le monde des fêtes foraines, des cirques aussi, qui est un monde extrêmement remanié et voyageur. Et puis moi, je descends des Duville, qui est une grande famille de Montnouche. Et notamment de Jean-Baptiste Duvillier qui était dit chirurgien dentiste alors que le mec était arracheur de dents et acrobate. Tu vois, on a vraiment cette capacité aussi à pas s'enfermer dans une profession, tu vois, on n'est pas dans la logique de spécialisation, tu vois, pour le dire en termes illichiens. Et on a vraiment une convivialité vis-à-vis du travail pour continuer dans cette logique. Et ce qui est très beau, c'est que voilà, on ne vit pas le travail comme une contrainte parce qu'on a là aussi une souveraineté sur le travail, tu vois. Et c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on va travailler, qu'on va aller vendre tel ou tel truc, tu vois. Et ça, c'est très beau, tu vois, ce rapport extrêmement libre aussi et souverain sur la vie. Et donc, il y a aussi, oui, bien sûr, il y a aussi des gens qui vont se servir. C'est Michael Goldman, mon pote dont je vous parlais tout à l'heure, qui me dit ils nous ont mis tellement de bâtons dans les roues, ils nous ont tout enlevé, ils nous ont rejeté de partout, des écoles, des machins comme ça, ils nous mettaient au fond des classes à faire des dessins. Ils nous regardaient mal, ils nous dévalorisaient en continu dans les médias, machin et tout. Et donc moi, ils m'ont rien donné, ils m'ont tout pris, donc je vais me servir. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de voyageurs aussi, ils ont raison et on a raison qu'ils vont se servir. Et moi, j'encourage à les servir et à voler les poules et à tout ce qu'il faut voler pour se faire du bien et pour crayave et pour manger et pour être heureux. Moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. À 16 ans, mon père m'a acheté des pastilles Thomas, des pastilles du père Thomas, des bonbons des Vosges, ça s'appelle. C'est des pastilles à la sève de pain, au miel. Et donc, on faisait du porte-à-porte. Bonjour, ma petite dame, c'est le marchand de pastilles. Voulez-vous une petite boîte de bonbons pour bien respirer et tout? J'ai à la cactus, à la menthe. Bon, mettez-moi qu'une boîte. Ben, je vous en mets 3 boîtes et je vous donne une gratuite si vous en prenez 3. Donc, on revenait avec 150 € maintenant dans la journée. On était vaillants, on allait au boulot, on travaillait. Après, j'ai fait l'affûtage en mobilette, rabouleur. Donc, j'avais une grosse bleue, une batterie derrière et j'allais du porte-à-porte chez les gens. Bonjour, c'est les agriculteurs bretons qui passent et qui repassent. L'affûtage de ciseaux, couteau, sécateur. Donc, les gens me donnaient, puis après, j'ai arrêté. Je me suis rendu permis, l'alcool, encore l'alcool. Donc, mais j'aurais pu réussir bien dans ma vie. La misère, c'est moi qui l'ai cherché. L'alcool.
Il connaît pas l'école. À l'école, alors. Ouais. J'étais au fond de la classe, c'était bien en vrai, au fond de la classe. Et après, t'as arrêté? Après, j'ai arrêté, moi. J'ai arrêté Ah, jeune. il te mettait au fond de la classe, quoi. Ah oui, moi, ouais. Ah, j'étais bien aussi au fond. Ah, j'étais pas. Mais c'est les gadgets qui te mettaient au fond de la classe. Ah oui, un peu. Bah ouais, surtout la maîtresse de française, là. Française en plus, hein. Français égaré. Oui, maman. Les têtes qui. Et toi, à l'école, c'était comment? Eh ben écoute, j'ai été jusqu'en CM2. J'étais dans un petit bourg, il n'y avait que des Français. Ouais. Et j'ai toujours été au fond de la classe. À chaque fois j'ai été dans la classe, toujours au fond de la classe. Ils faisaient vers toi. Les mêmes choses Des que les dessins, autres, moi. Des dessins, toi? Tous la même Ouais. chose. Des dessins en CM2. Mais en CM2, mais je faisais les machins. Et pourtant, j'étais bon à l'école. Dessins, le coloriage. Et les enfants, ils étaient sympas avec toi ou c'était vraiment. Ben, on avait un ou deux amis, grand max, tu vois. Et c'est tout. Ah, moi, c'est Parce ça. que les autres ils nous aimaient pas. Ils voulaient nous faire partir de l'école carrément. C'était raciste. Voilà. Et alors, vous avez déjà tombé sur des gadgets qui parlaient mal des voyageurs? Ah oui. Ils disaient quoi? C'est pareil, donne-y. Maman, il traite de sale gitane, ça m'ennuie. Vas-y, raconte. Toutes les races. Vas-y, Bah, raconte-nous, mon cousin, ouais. il te critique, il t'insulte, t'es obligé de rentrer dans leur jeu après. T'as pas le choix de rentrer dans leur jeu après. Et Non, tu- mais en vrai- ça veut dire quoi, tu rentres dans leur jeu? Bah, tu les critiques avec eux. Je me critique à moi-même. Vas-y, explique comment Bah, comment ça? Je vais pas me ça veut dire critiquer à que moi. quand tu vas avoir des gadgets, tu dis ouais, Ah, les c'est gitans. gitan là, c'est de la sale race. Tu fais. On va vous mettre de la cheval sur la Ouais, voilà. Et si tu dis pas ça, tu travailles pas. Ah, je travaille pas. Moi, je l'ai connu, je l'ai eu la misère. J'ai réussi à m'en sortir parce que je me suis marié et tout. Mais malgré que j'étais marié, j'ai eu la misère toute ma vie, j'ai eu la misère. Il y a de quoi aujourd'hui. Je suis pas vieux, j'ai 59 ans. Mais je suis usé par le travail. J'ai toujours fait que de la manutention. J'ai fait le TP, j'ai fait beaucoup les maraîchers, j'ai fait beaucoup la ferraille. J'étais plaquiste en dernier. Je montais des HLM complets à Nantes. Tu vois, le patron nous escroquait, donc je voulais taper sur le patron. Tu vois, mais c'est pas parce que t'es un bon patron qu'il va pas essayer de t'escroquer. Il nous mettait au prud'homme, on passait au prud'homme à la Roche-sur-Yon. Je vais te payer le mois prochain, je vais te payer dans l'autre mois. Et en fin de compte, il ne nous payait pas. Donc j'étais obligé de dire, tu fais ce que tu veux, tu ne payes pas les autres, tu ne payes pas les autres. À moi, tu vas me payer, parce que je vais te prendre, je vais te défoncer. Donc là, il me donnait 100 balles ou 200 balles. y a que Mais comme ça que ça marche, tu ne hein, dis pas aux autres. Tu vois, c'est toute une histoire. Même que dans toute une histoire. On prend le faible pour le faible, quoi. C'est ça qui est pas, c'est pour ça ça qu'il qui est faut pas pas se logique. laisser faire. Bah oui, mais il y a des trucs. Là, il y a des trucs que tu peux faire par rapport à un patron, mais contre l'État, c'est dur quand même. Ouais, alors tu vois, quand Jean-Marc il parle et tout, il parle du fait d'être diplomate, c'est très pertinent parce que tu vois, il y a une forme de diversité tactique aussi qui est réelle chez les voyageurs et chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a cette grande capacité, tu vois, qui est extrêmement maligne, à la fois, quand ça peut s'avérer utile, à porter le masque gadget, le masque des gadgets, tu vois, à défaut de porter le masque blanc, puisque parfois certains sont des gashkenés, comme on dit en manouche, des manouches blancs, tu vois, allemands, etc. Et si bien qu'il y a des grandes familles de manouches qui s'appellent Weiss, qui veut dire quand même blanc en allemand, mais malgré tout, t'as beau être archi blanc, tu seras toujours perçu comme un gitan. À ta manière d'être, de te mouvoir, de parler, etc. Les paysans te verront toujours comme ça. Et alors, chez les voyageurs, il y a souvent des tactiques qui visent à mettre le masque gadget, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de gommer son accent voyageur et manouche. Moi, mon père, il a encore énormément, mais je me souviens quand on allait faire les marchés, vendre les matelas, la literie, etc. Je le voyais comme ça et ça me surprenait. Pas du tout parler de la même manière que quand on était chez nous. Et c'était pas un reniement, c'était une tactique, parce qu'il savait que sinon les paysans ne lui auraient pas fait confiance pour Bincraft, pour vendre ses affaires. Et donc il gommait son accent. Et il veillait à bien parler comme les gadgets. Et c'est vrai que c'est un peu malheureux et tragique, mais pour le coup, comme beaucoup d'autres manouches de ma génération, il ne m'a pas appris à parler le manouche. C'est assez tragique, parce qu'il avait peur que les paysans m'en fassent pâtir les conséquences. Parce qu'il m'a raconté une scène quand il était à l'école, assez touchante, où à un moment à l'école primaire, il s'est mis à parler totalement en manouche. C'était sa langue maternelle, quoi. C'était sa langue, avant le français. Et là, les professeuses, enfin les maîtresses, appellent ma grand-mère et lui disent « Mais Madame Reinhardt, il se passe quelque chose, on ne comprend pas, votre enfant, il parle une langue qu'on ne comprend pas. » Et à l'époque, il avait vécu ça très violemment, tu vois. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas appris à moi et mes frères à parler manouche. Mais j'essaie de me le réapproprier.
petit à petit avec lui, avec des yeux, etc. de chez moi. Et c'est extrêmement important la langue, ça dit beaucoup aussi la manière dont tu es dans le monde. Et donc il y a cette capacité tactique aussi parfois à être diplomate ou à se masquer temporairement, pas définitivement mais temporairement. Par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vis sur une place ou sur un terrain de voyageurs, tu vas mettre ton adresse au CACAS ou chez des gadgets de ton entreprise pour pas qu'on s'aperçoive que tu vis chez les voyageurs. Sur les pubs, sur tes camions, sur tes pubs pour aller chiner, tu vas pas mettre le nom de voyageur parce que tu sais que dans le bled c'est un nom connoté et tout de suite identifié comme un nom de manouche. Et donc tout ça c'est des stratégies aussi pour faire face au racisme et pour se débrouiller. C'est pas un reniement, si ce n'est quand ça s'inscrit sur le long terme et que ça devient définitif, là c'est un reniement, mais c'est pas le cas bien souvent. C'est un truc éphémère et tactique et opportun, qui intervient à des moments opportuns. Et ensuite il y a cette grande confrontation, vous le voyez chez Jean-Marc. C'est-à-dire qu'effectivement quand ils viennent chez nous, je l'ai dit tout à l'heure, on ne se laisse pas du tout faire. Que ce soit femme, homme ou enfant, pour nous un gendarme, je sais pas, en fait ils sont tellement proches de nous, enfin proches au sens où on les voit depuis qu'on est gamin et enfant, c'est tellement familier, tu vois, la figure du gendarme et du policier, qu'à la fin, ils n'ont rien de plus particulier que le pecno du coin qui va venir nous voir. Tu vois, il n'y a pas de différence particulière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils nous font pas, il n'y a pas l'effet corps du flic, tu vois, qu'il peut y avoir, qui est paralysant, intimidant chez les paysans. Pas du tout ça chez nous. Comme c'est une figure familière, qu'on n'estime pas du tout, mais familière en ce sens qu'on la voit de manière récurrente depuis qu'on est plus petit, eh bien, il n'y a pas d'effet tétanisant, effrayant. Au contraire, on leur rôde dedans. Combien de fois, moi, j'ai vu des voyageurs les insulter tous les noms aux clistés, et les clistés leur dire « Attention à ce que vous dites, on va vous embarquer pour outrage. » Mais mon copain, je t'emmerde, je veux m'embarquer pour outrage. Et ce qui est très beau, c'est qu'ils ne pourront pas tous nous mettre dans des prisons. Tu vois, ils le font avec beaucoup d'entre nous, mais ils ne pourront pas. Et nous, on leur rentre dedans. On leur rentre dedans avec beaucoup de force. Et c'est ce qui fait qu'on tient. Parce que si on faisait les gentils diplomates en permanence, on se ferait écraser. Tu vois, quand tu es trop gentil, tu te fais écraser par les paysans. Ça, c'est un truc que les vieux de chez moi m'ont appris. Ils m'ont appris à avoir du bagou, à en vouloir, à être debout, à ne pas se laisser marcher dessus. C'est un truc extrêmement fort qu'on m'a enseigné. Et à rendre les coups qu'on nous donne. Jamais tu vas faire du mal à quelqu'un innocemment, tu vois, pour rien. Par contre, quand on vient de faire la misère, tu répliques aussi fort qu'on te l'a fait. Et donc, sur la question de l'antiracisme, moi je pense qu'aujourd'hui, la question majeure, le débat stratégique, du moins la réponse au débat stratégique sur l'antiracisme que je viens apporter, c'est de dire que le racisme, il a des fondements, il a des fondations, il a des piliers que sont l'identité. Tu vois, l'identité, c'est le fait d'avoir un truc fixe, immuable, qui ne bouge pas, qui est figé. Et puis, c'est l'État-nation qui vient uniformiser. C'est la loi de l'un, pour reprendre l'anthropologue Pierre Clastres, l'uniformisation de la société qui devient un tout monolithique, monotone, extrêmement triste. C'est l'idée de créer une race, d'inventer une race, la race française ou blanche ou je ne sais quoi, uniformisée. C'est extrêmement moche comme projet. C'est un projet qui est extrêmement vilain. C'est un projet qui fait du mal à l'humanité, aux humanités au pluriel. C'est un projet universaliste auquel il faut opposer un pluriversalisme, la pluralité, la multiplicité. Face à ces piliers de l'État-nation, de l'identité, face à ces piliers du racisme, il faut opposer des réalités sauvages, indigènes et barbares, des réalités minorisées et marginalisées. L'État a quasi fait disparaître ces réalités-là, ces manières d'être au monde, mais elles existent encore. Que ce soit les Romani-Pes, les manières d'être au monde Romani, que ce soit l'organisation rhizomatique des voyageurs, on a des manières d'être, on a des manières de faire de la politique, on a des manières de s'organiser chez les groupes minoritaires et marginalisés qu'il faut récupérer, qu'il faut réinstituer. Il ne faut pas s'organiser comme les gadgets. Ça, c'est l'échec. Si tu décides de t'inscrire dans les schémas des paysans, tu vois, de la forme partie, de l'État, de bien parler comme eux, de mettre la cravate, de mettre le costume, de faire des discours pompeux, de dire monsieur, madame, ben là c'est l'abdication, tu crèves mon copain. Non, soyons comme on est, soyons des sauvages. Souvent les voyageurs chez moi, ils disent, à force d'entendre les gadgets qui leur disent on n'est pas des sauvages, ils disent ben oui, on n'est pas, vous êtes des sauvages, pardon. Les voyageurs répondent on n'est pas des sauvages. Mais bien sûr que si, on est des sauvages et il faut l'assumer. Et alors on en est fiers. Les paysans, souvent de fois, ils nous disent on est des sauvages quand on débarque à 50 dans les hôpitaux pour aller voir nos proches quand ils sont à l'hôpital. Mais moi j'en suis fier.
Je préfère être un sauvage qui débarque à 50 dans l'hôpital et qui ne laisse pas crever les notes quand ils sont malades, quand ils sont à la porte de la mort, que les laisser crever dans les antichambres de la mort que sont les EHPAD. Je préfère être un sauvage quand il s'agit de garder nos enfants grandir avec nous que de les enfermer loin de nous dans des crèches. Si c'est ça la sauvagerie, j'en suis fier. Et il faut sauvager le monde dans ce sens-là, le gitaniser. Et oui, parce que moi je dis dans mon bouquin, ils ont beau tenter d'exterminer nos rapports au monde, la gitanerie n'est jamais finie. Elle est là, elle est bien vive, vivace, elle se réinvente. Et j'ai écrit un livre pour le dire, qui s'appelle Voleurs de poules, pour dire que oui, on est fiers de l'iave des poules, de voler des poules face à ceux qui volent nos vies. Et ce que je dis aussi dans ce bouquin, c'est que je reviens sur tout ce qu'on a dit, donc prenez-le, achetez-le, prenez-le un peu comme une injonction. Pourquoi ? Parce que si vous achetez un livre, vous sauvez une poule. C'est l'offre promotionnelle du moment. Et donc faites-le circuler et mettez-le partout. Parce que je pense que c'est un livre aussi qui raconte ça. Qui raconte que c'est possible de vivre différemment que le modèle et le schéma dominant. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure des immenses défis qui nous font face et qui nous guettent, des impératifs, des catastrophes en tout genre et des urgences en tout genre, notamment sur le plan écologique, où l'habitabilité du monde est en danger, il faut aller puiser chez nos réalités marginalisées et minorisées des formes de vie qui peuvent collectivement nous sauver, collectivement sauver la société, notamment en termes d'autonomie vivrière, sur la pêche, la chasse, etc., sur des manières d'être. Et il faut que les formes de vie remaniées et voyageuses irradient au sens positif la société, parce que je suis certain que ça apportera des réponses politiques, ces formes de vie, aux enjeux qui nous concernent tous collectivement. Et la gitanisation, c'est une solution, comme la révolution et l'insurrection le sont. Et donc faisons tomber la tête des monarques, parce qu'il reste encore quelques places dans la nécropole derrière, pour que les peuples restent vivants, si on ne veut pas les voir exterminés par tous ces paysans qui là-haut veulent nous uniformiser. Aujourd'hui, il faudrait que le français travaille, mais il faudrait qu'ils montent le SMIC à 3 000 € par mois pour chaque personne. Ceux qui sont dans les bureaux, pas les payer, ils sont trop chauffés, trop bien. Ce qu'il faudrait payer, c'est le gars comme moi qui travaille dehors, les couvreurs comme eux là, qui travaillent dehors. Les gens qui sont dans les bureaux, eux, ils ne devraient pas être payés, mais c'est eux qui sont payés le plus. C'est pas normal ça. Ça, c'est pas normal. Toi, ils devraient comparer. Oui, parce que tu as un cerveau, donc tu es mieux payé. Rien à voir. Moi, je dis l'humain, c'est pas un robot, c'est un être humain. Donc celui qui travaille dans la terre et tout, comme les agriculteurs, tout ça, c'est eux qui devraient être plus payés. Ils se mettent des crédits à fond. Mais c'est tous les pays étrangers qui vont. La France n'est pas capable de. Parce que ça nous coûte trop cher. Mais c'est pas vrai. C'est une question de politique, c'est une question de pétrole, c'est une question de tout leur bordel à eux là. Mais toi, le petit, tu fais quoi là-dedans? Tu fais rien du tout. Bon, mais tu vois que tu t'y connais un peu en politique alors. Ben non, je suis des infos comme tout le monde. Pas raciste contre les gens, raciste contre l'État.